Donc c'est un webinaire qui va se focaliser essentiellement sur les outils, je trouvais ça intéressant, qui gravitent autour de Power BI. Donc je vais commencer par vous faire une présentation de tout l'écosystème BI qu'il y a dans l'environnement Microsoft, pour essayer de replacer, déjà d'identifier les différents outils qu'il y a dans cet écosystème, de pouvoir les placer dans son ensemble, pour avoir un petit peu une vision d'ensemble. Puis on se focalisera particulièrement, c'est l'objet de ce webinaire, sur Power BI et les différents outils que l'on trouve à l'intérieur, donc notamment le desktop, le report server et Power BI Service, qui est donc une offre cloud. Je vous parlerai un peu de mobilité que l'on trouve dans Power BI. Et puis je terminerai en faisant un point sur les licences, un petit récapitulatif sur les licences. C'est pas toujours très facile de s'y repérer, donc j'essaierai de mettre à plat un peu tout ça pour que ce soit plus clair pour vous. Donc dans chacun de ces outils, les 4 outils qu'on va voir ensemble, donc j'ai pas prévu forcément de faire une démonstration de ces outils-là, ce serait un peu trop long, j'en ferai peut-être pour un autre webinaire, mais c'est vraiment de décortiquer pour voir à quoi ils servent, pour quel public, comment ils se placent au sein des autres outils. Et on va commencer par l'outil quand même le plus important, qui est, non pas l'outil, je veux dire par l'écosystème Power BI. Alors, sur ce schéma-là, je vous montre les différents outils que l'on a chez Microsoft. Donc, on a des outils pour créer, pour faire de la création de rapports. On a des outils pour ensuite déployer ces rapports-là. Donc, on a 2 choix possibles. Et on a un ensemble d'autres outils pour pouvoir consommer ces rapports-là et faire de l'analyse. Alors, pour la création des rapports, on retrouve des outils de Self-BI qui sont Excel et le Power BI Desktop. Alors, quand on dit Self-BI, sous-entendu, c'est de la BI où on va mettre les utilisateurs consommateurs eux-mêmes de leurs données. D'accord? C'est ce que veut dire vraiment de la self-BI. On ne passe plus forcément par de la DSI et par des interlocuteurs métiers techniques, je veux dire, pour pouvoir obtenir nos rapports. On va donner la main, démocratiser la BI et donner vraiment la main aux users, aux métiers pour qu'ils puissent eux-mêmes consommer leurs données. Et dans l'écosystème Microsoft, c'est Excel et Power BI qui permettent de faire ça. On va retrouver ensuite, pour la création de rapports, Reporting Services, Report Builder et Mobile Report, qui sont aussi d'autres outils pour pouvoir créer des rapports. On a ensuite 2 outils différents pour déployer ces rapports-là, qui sont le Power BI Report Server, qui est une solution on-premise, donc pour un choix d'hébergement local dans une infrastructure client, et un autre outil qui est donc purement cloud, qui est le Power BI Service. Donc j'insisterai dans les slides suivants sur ces 2 modes de déploiement-là, il y a quand même des choses importantes à savoir. Alors j'ai dit et ou, mais on peut faire aussi un mode hybride, on peut mixer ces 2 modes de déploiement. On peut avoir des rapports dans le cloud, et pourquoi pas, pour d'autres raisons, plus soit techniques, soit de confidentialité, on peut garder certains rapports locaux et installer ça sur un outil on-premise. Le mode hybride est possible. Ensuite, pour consommer de la donnée, on va pouvoir y accéder via un navigateur web, via Excel, qui est aussi l'une des grandes puissances de la BI chez Microsoft, et des applications mobiles, ou même d'autres applications, puisqu'on peut intégrer des analyses Power BI au sein même d'applications externes, des applications qu'on dit embedded en anglais. Sur Power BI, si on se refocalise vraiment sur ces outils-là, rapidement, si on devait faire une petite synthèse de qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire avec Power BI, c'est vraiment la solution Microsoft pour la database LSLBI. D'accord? C'est ça qu'il faut vraiment retenir. L'interface est plutôt intuitive, puisque on se rapproche un petit peu de ce qu'on retrouve dans Excel et ce qu'on retrouve aussi dans les outils Office. Donc les utilisateurs ne sont pas perdus. Et Excel, bien sûr, tout le monde connaît, donc on est plutôt confiant de retrouver ces mêmes interfaces. Power BI permet bien sûr de créer des rapports interactifs. Alors quand on dit interactif, c'est-à-dire que faut l'entendre sous l'aspect responsive. C'est-à-dire qu'un clic sur un visuel va se répercuter sur l'ensemble des visuels via ce principe de sélection et de filtrage, et tout est lié.
Power BI permet de faire des analyses et des transformations très avancées avec le langage DAX, qui est un langage maintenant qui est très puissant, on peut faire beaucoup de choses avec. Une autre force aussi de Power BI, c'est le marketplace. Tous les visuels qui sont natifs dans Power BI sont extensibles via le marketplace, où on retrouve tout un panel d'autres visuels qui peuvent être payants ou gratuits, hein, ça dépend, qui va enrichir la data vis que l'on retrouve dans Power BI. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui c'est une grosse force aussi de cette offre Microsoft. Pour la publication des rapports, j'en reparlerai encore un peu plus tard, bien sûr, c'est important. On a deux solutions, soit la version cloud, soit la version locale, hein, dans nos propres infrastructures clients. Et enfin, on peut très facilement, avec ces solutions-là, partager, collaborer et faire l'échange de rapports, de dashboards, de tableaux de bord entre les différents collaborateurs de l'organisation. Alors, on va commencer par le premier outil, le plus important, le desktop, qui est l'outil complet pour construire nos rapports. Alors, le desktop, première chose à savoir, c'est un outil complètement gratuit et qui le restera. On trouve facilement l'URL de téléchargement, je vous l'ai mis là, mais on le trouve facilement sur Internet. Donc c'est un outil qui permet de créer ces fameux rapports interactifs, qui sont des rapports au format PBIX. Première chose qui est importante à retenir, c'est que ce format de fichier-là, il embarque, il encapsule tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a à la fois les visuels et la mise en page, bien sûr, qu'on aura fait dans ces rapports, mais on a aussi les données et la modélisation. Tout est au sein de ce même fichier Power BI PBIX. Le desktop, c'est un outil qui évolue rapidement. On a des releases quasiment mensuelles, hein, tous les mois. Je crois que la dernière en date, c'est celle de février 2019. À chaque nouvelle release, on a bien sûr des petites corrections de bugs aussi, mais on a aussi souvent des nouvelles fonctionnalités qui se rajoutent et qui viennent enrichir ce qu'on peut faire dans Power BI. Des fois des fonctionnalités un peu, je dirais, qui apportent juste un petit plus, et puis des fois des grosses choses qu'on attend depuis un bon petit moment. Je pense notamment aux relations qu'on appelle many-to-many entre les tables, hein, de pouvoir faire des liens N entre les tables, qui n'existaient pas encore jusqu'à l'année dernière. Et durant la release de juillet 2018, c'est enfin arrivé, et maintenant on peut faire ce genre de modélisation-là qu'on attendait depuis un moment. Donc voilà, ça s'étoffe mensuellement, de plus en plus, ça ne fait que évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à l'interface un petit peu d'Excel. Donc on a une expérience assez familière, on n'est pas perdu, que ce soit sur le ruban de navigation, sur les visuels qu'on va retrouver dans Excel. On retrouve un peu les mêmes dans le Power BI, plus enrichis bien sûr, mais on n'est pas perdu. Et on a deux versions du desktop. Donc ça, c'est très important à retenir. On a deux versions desktop suivant le déploiement que l'on souhaite faire de nos rapports. Donc bien choisir le bon desktop. Si on veut faire un rapport plutôt orienté cloud, que l'on veut pousser dans le cloud, il va falloir utiliser la version desktop cloud, qui s'appelle Power BI Desktop tout court en fait, qui est celle qui suit le plus les releases du cloud, qui est souvent, qui est toujours en fait up to date avec la dernière version qui existe. Donc je vous disais, la dernière en date, c'est celle du 22 février. Je n'ai même pas encore eu le temps vraiment de regarder, de voir ce qu'il y avait de plus dedans. Et on a une autre version, qui est la version desktop Report Server. Donc vous en doutez, celle qui permet de construire des rapports pour la version on-premise de Report Server. C'est une version qui a un peu moins de fonctionnalités que le cloud. Alors, dans la roadmap Microsoft, qui est assez claire, Microsoft pousse beaucoup vers le cloud. C'est pour ça que la version du desktop cloud sera toujours celle qui aura les dernières fonctionnalités en date. Et éventuellement, après, elles seront mises dans la version du Report Server on-premise en local. Mais pas toutes. Il y en a certaines, on le sait déjà, qui n'arriveront jamais. Donc retenez qu'on a bien deux versions du desktop, donc deux installations différentes qui sont compatibles entre elles. On peut avoir les deux versions sur un même poste pour pouvoir créer des rapports avec l'un ou avec l'autre, mais deux installations différentes. Comment construire des rapports avec le desktop? En gros, il y a 4 grosses étapes.
une étape d'acquisition de la donnée, une étape de préparation de la donnée, de nettoyage, de transformation éventuelle, une troisième étape de modélisation pour pouvoir créer notre modèle sémantique, et dernière étape, bien sûr, de visualisation, de restitution pour mettre en forme nos databases. Sur l'acquisition de la donnée, on a vraiment un très large éventail dans Power BI de connecteurs. En 2 mots, on peut vraiment se connecter à tout et n'importe quoi, à des services en ligne de type ERP, Dynamics, Salesforce et d'autres. Il y a plein de connecteurs pour se connecter à des ERP différents. On peut se connecter bien sûr à de la base de données, SQL Server, des cubes, Access, Oracle, j'en passe d'autres, à des fichiers plat Excel, des fichiers formatés XML, JSON, et à plein d'autres types plus orientés Web Service, Spark, SharePoint. Un autre chose, oui, on peut aussi se connecter, je ne l'ai pas mis dans mon slide, un Power BI peut se connecter aussi à un autre Power BI en source de données. Ça, c'est aussi intéressant. On peut avoir un Power BI qui n'intègre par exemple que son modèle de données et plein d'autres Power BI qui après se connectent directement à ce Power BI source pour en faire que de la visualisation et que de la database. C'est intéressant. Sur la phase de préparation, de nettoyage, l'idée ici, c'est de rendre la donnée plus adaptée à de la visualisation pour après. Donc, on va retrouver des transformations simples et d'autres un peu plus complexes. Par exemple, pour travailler sur les dates. Aujourd'hui, on est en 2019, mais on s'embête toujours autant avec les formats de dates. C'est jamais très simple. Le langage qui est derrière s'appuie sur Power Query et le langage s'appelle M. C'est un langage qui est très poussé. On peut faire beaucoup de choses à faire. On peut même mettre de l'intelligence ETL grâce à ce langage-là et grâce à Power Query, qui se base en fait sur des notions d'étapes de transformation. Donc des étapes numérotées, et on va passer d'une étape à l'autre pour arriver à transformer notre donnée. Il existe d'ailleurs au sein de Power Query des assistants qui permettent de faire ces opérations-là sans avoir forcément à connaître le langage M et à écrire du langage M. Voilà, sur la partie de modélisation, cette modélisation se base sur le moteur Power Pivot et le langage DAX, qui sont donc liés entre les deux. Donc Power Pivot, derrière, c'est un cube tabulaire. Alors pour ceux qui connaissent déjà un petit peu les différents cubes que l'on retrouve dans l'environnement Microsoft, c'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est bien de juste savoir cette distinction. On a 2 cubes différents. On peut soit créer des cubes OLAP, multidimensionnels, soit des cubes tabulaires. Les cubes tabulaires, c'est un petit peu l'avenir, et c'est ce qu'on retrouve dans Power Pivot. Ce sont des cubes qui sont montés en mémoire, qui utilisent le moteur qu'on appelle Vertipack aujourd'hui, et qui donc s'interroge via le langage DAX. Dans cette modélisation-là, dans Power BI, on va mettre en place les relations et les cardinalités entre nos tables pour pouvoir, derrière, pour que les analyses puissent se croiser entre elles. On va pouvoir faire du many-to-many, du 1 pour 1, du 1 pour n, et cela s'enrichit au fur et à mesure des releases. Et on va pouvoir bien sûr définir nos mesures, nos hiérarchies, et en fait tout ce modèle sémantique qui va être présenté à l'utilisateur, si jamais il veut se connecter par exemple avec Excel directement sur un Power BI, c'est possible. Ce modèle sémantique, c'est ce qui va être visible par l'utilisateur. Donc il faut quelque chose qui lui parle, mettre des noms concrets et pas techniques. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va construire ce modèle-là. Et ensuite, bien sûr, dans ce Power BI, on va mettre en place nos restitutions, nos graphiques, nos tableaux qui vont se pluguer sur cette modélisation-là pour pouvoir présenter nos data viz intéressantes. On a 2 modes de connexion ou connectivité qu'il est possible de faire dans les Power BI. C'est très important de bien distinguer les deux. Je vais commencer par le mode import qui est le plus simple à comprendre. C'est un mode où on va importer les données au sein même de Power BI. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, un Power BI dans le format de fichier, il intègre non seulement nos restitutions, mais aussi les données. Et là, dans ce mode-là, on va ramener toute la donnée dans ce fichier-là, pour pouvoir bien sûr être retravaillé, reconstruire le modèle de données qu'on a besoin, et ainsi de suite. Donc ça nécessite forcément d'actualiser
d'actualiser pas le modèle, hein, c'est pas forcément bien écrit, mais d'actualiser la donnée en la rechargeant. L'autre mode possible, c'est le mode direct query. Donc ça coule de source, hein, c'est une connexion qui va se faire directement à la source de données. Donc on n'a même pas besoin à ce niveau-là de recharger parce qu'on est en direct. On n'a bien sûr aucune donnée qui est stockée dans le Power BI, dans le fichier en question. Par contre, c'est disponible que pour certaines sources de données seulement. Les sources de données SQL Server, les cubes SSAS, SAP HANA et quelques-unes d'autres un peu plus exotiques que je n'ai pas notées là. Ces deux modes de connexion sont maintenant possibles en mode composite. On peut utiliser l'un et l'autre dans un mode qu'on appelle composite. Et ça, c'est assez récent, c'est récent de l'année dernière, et seulement pour la version cloud. Si on pousse nos rapports dans un mode de déploiement cloud dans le Power BI Service. Ça n'existe pas, en tout cas pour l'instant, ça n'existe pas encore dans la version on-premise. Alors ce mélange de deux modes, il est super intéressant, notamment dans le cas d'usage où on aurait toute notre information entreprise, comment dire, le gros de l'information, toutes nos mesures importantes, toutes nos grosses tables de faits seraient dans un cube d'entreprise agrégé et on se mettrait directement en connexion depuis le Power BI. Et en mode import, puisqu'on peut mixer les deux, on pourrait importer nos petits fichiers de référence, nos petits fichiers où on veut faire des petits fichiers de budget, des petits fichiers simplement d'enrichissement de l'information que l'on veut pouvoir à titre personnel, par exemple, intégrer dans le Power BI pour pouvoir faire des comparaisons, des N-1, des A-1, ainsi de suite, avec toujours les données de l'entreprise. Donc ce modèle composite, il est très très important et intéressant pour ce cas d'usage-là. Juste un petit focus sur un cas particulier, sur ce mode direct query quand on est sur des cubes SSAS et notamment sur les tabulaires. C'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, des connexions actives ou live connection en anglais. Vous l'avez peut-être vu un petit peu dans la littérature sur Internet. C'est un mode qui est un petit peu particulier parce que dans ce mode-là, on n'a pas besoin de définir une modélisation. Power BI va se connecter directement au modèle tabulaire externe et on va pouvoir directement utiliser ce que l'on a mis dans le cube. L'inconvénient de ce mode-là, c'est qu'il ne supporte pas, actuellement, en tout cas aujourd'hui, il ne supporte pas le modèle composite. Donc si on décide de se connecter directement à un cube tabulaire et d'utiliser tout ce qu'il y a dedans et ne pas mettre d'intelligence dans le Power BI, on ne va pas pouvoir mixer avec d'autres sources de données. En tout cas, pas pour l'instant. On l'attend avec impatience, mais peut-être dans une prochaine release. La conséquence de ça, mais c'est un peu normal et voulu, c'est qu'on ne peut pas enrichir la modélisation. On récupère exactement tout ce qu'il y a dans le cube tabulaire et on ne fait que l'utiliser dans le Power BI. On ne va pas pouvoir rajouter d'autres mesures, d'autres hiérarchies, d'autres colonnes calculées. Le modèle tabulaire est vraiment pris voilà, tel quel et c'est vraiment un pot commun d'informations qui est utilisé par tout le monde. Le dernier point, j'y reviendrai un petit peu plus tard, si on décide d'utiliser ce mode de connexion particulier dans le cloud avec un cube qui reste lui en local, ça nécessite la mise en place d'une passerelle de données. J'en dis pas plus là parce que je vous en reparlerai un petit peu plus tard de cette passerelle de données, sur la manière dont elle se met en place, à quoi elle sert et comment on l'utilise. On peut mettre de la sécurité sur les données dans des rapports Power BI. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent, donc j'ai voulu en parler dans ce webinaire. Cette sécurité sur les données, qu'on appelle aussi en anglais Role Level Security, ça permet d'apporter une sécurité très fine, vraiment au niveau de la donnée, pas seulement au niveau du rapport. Donc ça permet de restreindre l'accès à certaines informations pour un groupe de personnes, un groupe de collaborateurs, pour que, par exemple, qu'un manager ou un ensemble de managers ne puisse voir que les ventes de son secteur ou que les ventes de son pays, par exemple. Donc comment ça fonctionne? Ça se base en fait sur deux objets, sur des rôles et sur des formules DAX que l'on va intégrer dans le Power BI. Un rôle, c'est simplement un groupe de personnes qui verront la même chose. Et la formule DAX, elle va permettre d'appliquer le filtrage voulu sur une table de données. Le principe, c'est cela.
lorsqu'on va déployer après notre Power BI, que ce soit dans le cloud ou sur la version locale, cette sécurité, ces rôles-là vont aussi être déployés et s'appliquer automatiquement. On peut, au sein même du desktop, se mettre dans la peau d'un rôle pour pouvoir faire nos tests. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et par contre, l'association entre les rôles et les membres, donc les utilisateurs, les collaborateurs qui vont être dans un rôle, ça ne se fait pas dans le desktop, ça se fait au niveau du serveur de déploiement. Donc soit dans le cloud, si on a décidé de pousser en cloud, soit sur la version, le report server, si on a décidé d'avoir une version locale. Et cette sécurité-là, elle est maintenant disponible vraiment sur les deux infras, ce qui n'était pas encore possible l'année dernière, il me semble, et c'est venu via une nouvelle release. C'est possible dans tous les cas maintenant, et c'est quelque chose qui est très puissant et très demandeur de la part de nos clients. Si la source est un cube Analysis Services, je l'ai mis en petite note derrière, sur la fin de mon slide, il est préférable, et moi je pousse toujours dans ce sens-là, de mettre cette sécurité-là plutôt dans le cube, le plus en amont possible en fait, plutôt que dans le Power BI. Au niveau de l'interface, ce qu'on peut faire avec Power BI, au niveau de la data vis aussi, alors je n'ai pas prévu de faire une démo dans ce webinaire-là, j'en ferai certainement un autre, plus axé desktop et avec vraiment l'utilisation en mode démo de ce que l'on peut faire et comment ça se fait. Là, c'est simplement une présentation des différents outils, mais je voulais quand même vous montrer déjà à quoi ça ressemble pour ceux qui n'auraient jamais eu, et vous montrer où se trouvent les 4 grandes étapes que je vous ai montrées tout à l'heure, à savoir l'acquisition de la donnée, qui se fait via le ruban en haut, obtenir la donnée. Et ensuite, les 3 grandes étapes de transformation, de modélisation et de visuel qui se font via les petits onglets qui sont à gauche de l'écran. Voilà, et comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup, via notamment ce ruban en haut, ça ressemble beaucoup à ce que l'on peut voir dans les outils Office et dans Excel notamment. Sur la droite, on a toute une partie de visuel qui justement s'enrichit via le marketplace dont je vous parlais tout à l'heure. Et notamment, il y en a un que j'ai testé il n'y a pas si longtemps qui permet, je ne sais plus son petit nom, mais qui permet de faire de la cartographie à partir de fichiers SRI, de fichiers shapefile, et donc de pouvoir faire de la cartographie autre que sur des cartes Bing, qui est le mode de fonctionnement par défaut du visuel de Microsoft dans Power BI. Donc ça s'enrichit, je l'ai testé, ça marche très très bien. Et c'est des choses comme ça qui permettent de se distinguer un petit peu d'autres outils en termes de visualisation. Dans un rapport Power BI, on peut aussi mettre, comme à l'instar d'Excel, on peut avoir plusieurs onglets dans un même rapport pour pouvoir un petit peu segmenter nos analyses. Comme on le retrouve en bas ici dans l'exemple, on a info, market share, year to date catégorie, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie desktop. On va maintenant passer sur les autres outils, et notamment les outils qui permettent de déployer ce qu'on aurait créé. On va commencer par le premier outil qui s'appelle le Report Server, qui est donc l'outil de déploiement on-premise, local. Alors lui, il se présente au niveau infra avec un portail web qui est sécurisé, qui s'installe donc dans une infrastructure client, vu que c'est un portail web, il est accessible via un navigateur ou via l'application mobile de Power BI, il y a des tablettes, des smartphones. Ce serveur de rapport web se base sur une base de données pour gérer son fonctionnement et gérer ses différents paramètres. Il s'appuie même, si on veut rentrer plus dans le détail, si on veut être fin, il s'appuie même sur 2 bases de données, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et quand on va déployer un rapport Power BI au sein même de ce report server, il va automatiquement pousser tout ce qu'il y a dedans et le rendre disponible il va pousser ce PBBX et le rendre disponible au sein du portail. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce portail? Ce portail web, Report Server, il inclut aussi Reporting Services. C'est quelque chose qui est vraiment très intéressant du coup. Je ne sais pas si vous le connaissez, Reporting Services, c'était l'outil de déploiement de rapports institutionnels
de chez Microsoft, qui existe maintenant depuis de nombreuses années. Ce report server-là inclut Reporting Services. Donc déjà, vous pouvez le voir qu'en termes d'interface, ça ressemble beaucoup. Et tout ce qu'on pouvait faire dans Reporting Services, on peut le faire aussi dans le report server. Et il supporte le déploiement, bien sûr, de rapports Power BI, mais du coup aussi des rapports que j'appelle institutionnels, des rapports RS, des KPI, des rapports mobile report. Je reviendrai là-dessus, je vous ferai un petit récap de ce que c'est un mobile report et à quoi ça sert, mais aussi de fichiers Excel. On peut vraiment déployer tout type de rapport que l'on est capable de construire dans l'écosystème Microsoft. En rappel, donc je vous rappelle, on est sur la version on-premise, donc il faut bien utiliser le bon outil desktop quand on veut créer un rapport que l'on souhaite publier et après déployer dans ce type d'infrastructure. On organise les rapports au sein de ce serveur web sous forme de dossiers, sous-dossiers, un petit peu à l'instar de ce qu'on ferait avec des fichiers sous Windows. On les classe sous des dossiers, sous-dossiers, et on peut ensuite gérer finement les droits d'accès à ces objets-là. Des droits d'accès au niveau des dossiers, au niveau des rapports, et en se basant sur l'Active Directory de l'entreprise. Donc c'est très fin, c'est très intuitif aussi, puisqu'on retrouve un petit peu cette même sécurité fichier qu'on retrouve dans Windows. Ce mode de déploiement-là, il est aussi intéressant qu'on ne sait pas trop, on hésite à partir sur le cloud, on ne sait pas trop, on a un petit peu peur, mais on veut quand même partir sur cette solution Microsoft. Cet investissement de passer d'abord sur un déploiement local, il est complètement compatible après avec une migration progressive sur la version cloud. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut commencer, je dirais, entre guillemets, doucement pour ensuite se rendre compte un peu plus des capacités et de l'adéquation de cette solution-là avec nos besoins, et puis partir après sur du cloud. Cette version-là de Report Server est toujours un petit peu plus limitée que la version cloud. C'est ce que je disais en préambule de ce webinaire. Microsoft pousse tout le monde vers le cloud, donc c'est vraiment dans le Power BI Cloud que l'on va retrouver l'ensemble des fonctionnalités qui sont après répercutées dans cette version dans la version locale de Report Server, mais pas toutes. Sur Report Server, que dire de plus aussi, ce qui est intéressant, sur les rapports Reporting Services seulement, je fais juste une petite aparté parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais c'est quand même important de le savoir. On peut faire des exports sur différents formats quand c'est du Reporting Services, pas quand c'est des rapports Power BI. En tout cas, pas pour l'instant. Mais si c'est des Reporting Services, on peut l'exporter sous différents formats, PDF, Excel, Word, soit de manière poussée par la DSI, soit de manière on-demand par l'utilisateur lui-même. On a toute une gestion d'abonnement qui est très avancée, des abonnements à la demande ou des abonnements qu'on appelle pilotés par les données. Donc là, la demande, bon, c'est l'utilisateur qui s'abonne lui-même à un rapport avec une fréquence qu'il choisit, hebdomadaire, mensuelle, tous les lundis du mois, ainsi de suite. Ou des abonnements pilotés par les données où la DSI va maintenir sa liste d'abonnés pour pouvoir les pousser en automatique par mail, par exemple, tous les jours. La delivery se fait soit par mail, soit sur des dépôts de fichiers dans des répertoires partagés. Alors cet outil Report Server, c'est un outil payant. Il y a deux moyens d'acquérir une licence pour cet outil-là. Soit en ayant souscrit à l'offre cloud premium de Power BI, je reviendrai là-dessus en fin de présentation, soit en faisant l'acquisition d'une licence entreprise de SQL Server et en s'abonnant à la Software Assurance. La Software Assurance, c'est un abonnement annuel qui permet notamment deux choses importantes, qui permet d'avoir accès à toute la communauté Microsoft en cas de problème technique ou d'aide technique, et qui permet aussi d'avoir gratuitement, enfin en tout cas c'est compris dans l'abonnement, d'avoir la montée de version de SQL Server. L'autre outil, l'autre façon de déployer ces rapports, c'est donc de passer dans le cloud avec le service Power BI. Alors, dans cette approche-là, cette solution de déploiement dans le cloud, elle permet bien sûr de déployer des rapports Power BI, des fichiers Excel,
aussi, ce que j'ai tout à l'heure, des rapports Reporting Services et Mobile Reports, mais alors dans ce cas-là, il faut avoir l'offre Premium. Important, sinon on ne peut pas le faire. On ne peut que publier du Power BI et des fichiers Excel. Quelque chose de très important, on peut depuis très peu, c'est-à-dire depuis le mois dernier, enfin exporter nos rapports en PDF ou en PowerPoint. Donc ça, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, hein, ce mois-ci, hein, dans la liste des points de la release de février. Donc c'est quelque chose qu'on attendait tous depuis longtemps et avec impatience. Donc j'ai vu qu'on pouvait le faire maintenant. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça, mais enfin c'est arrivé. Ça montre aussi à quel point, vous voyez, ça évolue très rapidement et au fil des releases, on a petit à petit des choses qui se rajoutent et qui sont notamment des choses vraiment très importantes comme ça qui ont été demandées par les utilisateurs, par les clients. On a aussi dans le cloud un mode d'abonnement à la demande, à la condition d'avoir au moins l'offre Pro ou Premium. La notion, le fonctionnement des abonnements est de la même manière que la version locale que je vous ai présentée tout à l'heure, hein, donc des abonnements à la demande, des abonnements poussés des abonnements pilotés par les données, poussés par la DSI. Et alors là où ça diffère un petit peu de la version locale, c'est la manière dont visuellement les rapports vont être organisés. Dans la version locale, c'est organisé via des dossiers sous-dossiers et on va mettre des droits sur ces objets-là. Dans le cloud, ce n'est pas comme ça. C'est une notion en fait d'espace de travail. Donc dans un espace de travail, on va pousser nos rapports dans un espace de travail qui va contenir du coup bien sûr nos rapports, mais aussi nos jeux de données, nos datasets. Et on a deux espaces de travail différents. On a l'espace de travail qui s'appelle mon espace de travail, qui est donc un espace privé, qui n'est vu que de moi, qui est un peu un bac à sable où je vais pouvoir pousser mes rapports et faire mes tests et éventuellement les partager avec d'autres utilisateurs. Cet espace de travail, il est disponible dans la version gratuite du cloud. Et on a d'autres espaces de travail qui s'appellent espaces de travail d'application, qui ne sont disponibles qu'avec un abonnement pro de Power BI, dans lequel on va définir une zone de stockage des rapports avec des membres dans cet espace de travail, des membres de l'entreprise. À chaque membre chaque membre va associer un profil. On a 3 types de profils différents, hein, administrateur, membre ou contributeur. Alors, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour faire simple, l'administrateur peut tout faire, tout voir. Les membres peuvent partager du contenu et modifier du contenu, alors que le contributeur, lui, ne peut que lire du contenu et consommer en fait ce qu'il y a à l'intérieur de l'espace de travail. Lorsqu'on publie d'ailleurs un rapport Power BI ou un Excel dans le cloud, il nous demande dans quel espace de travail on veut le publier. L'espace de travail, il est soit collaboratif, soit consultatif. Peu importe les membres et les profils que l'on aurait définis à l'intérieur, on a aussi cette notion soit collaboratif, soit consultatif. Consultatif, c'est un espace de travail où tout ce qui sera publié à l'intérieur sera seulement en lecture seule, alors que collaboratif, tous les membres qui sont dans cet espace de travail pourront collaborer et pourront modifier les rapports, bien sûr, suivant les profils qui leur auront été donnés. En termes de fonctionnalité, dans le cloud, on a des choses intéressantes. On a ce qu'on appelle l'analyse dans Excel. L'analyse dans Excel, ça permet on peut le faire sur 2 objets différents, que ce soit sur des datasets, soit sur des rapports Power BI. Ça permet en fait de lancer Excel et de pouvoir faire, par exemple, si on le fait sur un jeu de données, sur un dataset, ça permet de faire un tableau croisé dynamique directement sur ce jeu de données-là. Ou si on l'a fait sur un rapport Power BI, ça permet d'ouvrir Excel et de se connecter directement au modèle qu'on aurait construit et qui existe dans le Power BI. Donc c'est très puissant, hein, c'est ça permet d'ouvrir l'étendue des possibilités dans le monde BI de Microsoft. Alors en fait, comment ça fonctionne, hein,
quand on lance cette fonctionnalité, ça crée simplement un petit fichier de connexion qui permet de définir la connexion dataset au Power BI. Après, on se retrouve dans Excel, classiquement, pour pouvoir faire nos tableaux croisés dynamiques, nos graphiques croisés dynamiques, ainsi de suite. Donc ça, c'est très apprécié, c'est très utile. On retrouve dans le cloud aussi la notion de dashboard ou de tableau de bord en français, qui est en fait un regroupement de rapports au sein d'une même vue et d'un même... alors comment ça fonctionne? On va choisir différents rapports et différents visuels d'un Power BI ou de plusieurs Power BI et on va les attacher, on appelle ça les épingler, sous forme d'une petite vignette au sein d'un tableau de bord. Donc en fait on compose notre tableau de bord à partir de plusieurs autres visuels, bouts de visuels d'autres rapports, bien sûr dans une vision commune hein, de ce que l'on veut montrer, de ce que l'on veut pouvoir analyser. On peut même épingler, si on veut, une page entière d'un rapport. Hein. Et ces vignettes-là, bien sûr, restent aussi dynamiques et interactives. Tous les changements qui sont faits dans un rapport ou dans un visuel impactent automatiquement les dashboards. Tout est lié. Donc ça, c'est très puissant aussi et c'est très pratique pour pouvoir faire des regroupements de choses communes au sein d'une même vue. Puisque très vite, dans Power BI, on se rend compte qu'on commence à avoir un peu des rapports un peu de partout, des gens qui sont intéressés, du coup, eux-mêmes font leurs rapports, qui publient aussi, et on commence à avoir beaucoup de choses un petit peu hétérocliques. Et du coup, ces dashboards permettent de regrouper ces informations-là, qui ont été faites par des personnes différentes, hein, c'est pas rare, au sein d'une même vue. J'y pense maintenant, les dashboards et les tableaux de bord, c'est quelque chose qui n'existe que dans la version cloud, pas dans la version on-premise. Enfin, on a la partie partage et collaboration qui permettent de partager des rapports entre collaborateurs. On a une fonctionnalité aussi de publication vers le web qui est très intéressante, qui permet de publier des rapports Power BI sur des sites externes qui fonctionnent un peu comme un code HTML à incorporer dans la page web externe que l'on souhaite. Par contre, attention, il n'y a aucune authentification qui se fait à ce niveau-là. Donc, à partir du moment où, sur le serveur externe, on a accès à l'URL, tout le monde pourra voir ce bout d'analyse. Et enfin, ce service Power BI, il est à la fois gratuit et payant. Je reviendrai dessus sur le dernier slide pour vous montrer bien les différences qu'il y a entre la version gratuite et les différentes versions offres payantes. La passerelle de données, je vous disais tout à l'heure que ça existait et que j'avais un slide dessus. Donc la passerelle de données, ça permet en fait quand on est dans un mode un petit peu hybride, d'avoir notre database dans le cloud et de conserver en local nos données. Donc dans ce cas-là, l'offre Power BI met en place, propose de mettre en place une passerelle de données qui va faire le lien qui va agir comme un pont entre les données locales et les données dans le cloud. Donc c'est une installation qui se fait sur le serveur, qui s'exécute comme un service Windows. Il y a une petite configuration à faire à la fois sur la passerelle en local et à la fois sur la partie cloud. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des sources de données dans notre service Power BI, dans le cloud, directement comme si on était en local. On va voir nos serveurs, on va pouvoir configurer d'une manière complètement sécurisée nos transferts de données. On a des suivis de surveillance de la passerelle pour pouvoir voir un petit peu les charges de données, les pics, les temps aussi de chargement. Toutes les données qui vont passer par la passerelle seront loguées au niveau du Power BI pour avoir des suivis. Et ça vous permet donc de garder vos données en local si vous n'êtes pas encore prêt ou si vous n'avez pas du tout envie de les pousser encore dans un dataware dans le cloud. Enfin, pour terminer sur la partie Power BI Service, le service dans le cloud offre aussi toute une panel de rapports qui sont préintégrés et qui permettent en fait, si vous avez déjà dans votre entreprise des ERP en place, type Dynamics, Salesforce, du Adobe, j'en passe d'autres, il y a déjà des rapports préintégrés qui vous permettent, sans avoir à faire du développement, d'avoir déjà des analyses toutes faites qui pourraient, dans un premier temps, suffire en fait
Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire d'autres développements et ça permet d'avoir déjà un premier jet pour voir un petit peu ce qu'on est capable de faire très rapidement comme analyse sur un ERP qu'on aurait dans l'organisation. Et bien sûr, rien n'empêche après, si ce n'est pas suffisant, d'en créer d'autres. Mais c'est déjà pré-packagé, pré-intégré dans le service Power BI. Un petit point sur la partie mobilité qu'offre la Power BI et puis ses outils. Alors bien sûr, bien entendu, on a des applications mobiles qui sont disponibles pour Power BI, qui sont natives, hein, que ce soit pour de l'iPhone, de l'iPad, de l'Android, qui permettent un affichage optimisé des rapports pour les mobiles sous forme de colonnes. Alors, comment ça se présente? La conception se fait dans le desktop. Quand on a créé un rapport Power BI, dans le desktop, on peut passer, on n'est pas obligé bien sûr, mais on peut passer dans une disposition pour mobile. Et dans ce cas-là, c'est très intuitif et très simple. On va placer nos différents visuels sur une grille qui représente notre mobile, hein, donc un smartphone, une tablette ou autre chose. Et on va positionner ces éléments-là sur cette grille-là pour que lorsque il sera affiché sur un mobile, automatiquement, l'application mobile s'adapte le mieux possible à une visualisation pour l'interface en question. Donc le redimensionnement des visuels se fait d'une manière automatique. On a juste dans le desktop à orienter cette présentation-là en plaçant ces visuels sur des grilles. L'avantage de l'apps, ça permet aussi de recevoir des alertes automatiques lorsqu'il y a des changements dans les données des rapports, dans les datasets des rapports. Donc quand un rapport est basé sur un dataset qui a été rafraîchi, automatiquement on peut recevoir une alerte sur notre mobile qui nous invite à venir voir le rapport en question. Ça, c'était pour la partie Power BI. L'autre outil, dont je vous ai parlé en préambule, qui existe pour faire de la mobilité, c'est ce qu'on appelle les mobile reports. Alors, les mobile reports, c'est aussi un outil gratuit. C'est la solution BI Agile qui existait un petit peu, je dirais, avant Power BI. En tout cas, qui est montée en puissance. Pendant que Power BI est monté en puissance, cet outil mobile report existait déjà. Et c'est en fait la solution DataZen qui avait été rachetée par Microsoft, si je me rappelle bien, dans les années il y a 3-4 ans, les années 2015, à un moment où Microsoft n'avait pas vraiment de solution pour de la data vis mobile. Donc ils ont fait ce choix de rachat de DataZen alors qu'ils étaient en train de monter, que Power BI était en train de monter en compétences. Donc c'est une solution de data vis pour mobile qui a été complètement intégrée dans l'offre SQL Server 2016, donc depuis la version 2016, c'est dedans, c'est complètement intégré. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre là, c'est une version un petit peu, c'est à la croisée entre du Reporting Services et du Power BI. C'est-à-dire que ça permet de faire des rapports orientés BI agile, donc responsive, interactif, un peu plus sexy, je dirais, contrairement à du reporting services qui est beaucoup plus figé. Et aujourd'hui, quand on veut présenter et mettre en place un rapport pour de la mobilité, on a le choix entre du Power BI ou du Mobile Report. Le Mobile Report, il est basé complètement sur l'infrastructure de Report Server. Il est vraiment intégré à l'intérieur du Report Server. Il est bien sûr optimisé pour les tablettes et pour les mobiles, hein, c'est sa principale utilité. Chose importante aussi, il est fait pour tout ce qu'on appelle du mode offline. On n'est pas obligé d'être connecté en permanence à Internet et aux services cloud pour pouvoir afficher nos rapports. Il conserve sur le mobile directement la dernière version des données lors de la dernière utilisation pour pouvoir afficher les données lorsque un commercial, par exemple, est en déplacement, il peut quand même lancer son application et afficher les rapports avec la dernière version, le dernier rafraîchissement des données qu'il aurait fait la veille. Alors, on me demande des fois, enfin de plus en plus, quel outil choisir quand justement on veut faire de la mobilité. On part plutôt sur Power BI, on part plutôt sur du Mobile Report. C'est pas toujours très facile, mais j'ai essayé de vous mettre dans ce slide-là
Alors, ce n'est pas la différence qu'il y aurait entre ces outils, mais plutôt des éléments d'aide pour pouvoir choisir entre les deux outils. C'est plus une aide au choix. Si on a vraiment un besoin d'une solution cloud, on va partir sur du Power BI, clairement. Si on a aussi des besoins de transformation, de modélisation dans Excel, donc un usage et une utilité d'avoir Excel pour accéder à notre BI, pareil, on va plutôt s'orienter sur du Power BI. Si on a des besoins d'intégrer tout ça dans Office 365, parce que l'organisation l'a déjà, pareil, on va plutôt pencher vers du Power BI. Bon, pour du langage naturel aussi, ou pour des fonctions de data vis qui seraient suffisantes. Donc Power BI, on n'aurait pas besoin forcément d'avoir plus que ça. Dans ce cas-là, on peut rester sur du Power BI. À l'inverse, si on a vraiment, si cette fonctionnalité de mobilité est vraiment la priorité pour l'organisation, la grosse majorité de nos rapports, c'est pour des agents mobilité, on va clairement plutôt s'orienter vers des rapports mobile reports. Pareil, si on a des besoins de visuels très tactiles, très avancés, qu'on n'aurait pas suffisamment dans Power BI, on va plutôt s'orienter vers du mobile report. Pour le mode offline, hein, comme je vous disais aussi, qui n'existe que dans le mobile report, qui n'existe pas dans le Power BI. Pourtant, hein, Power BI, c'est du mode connecté, il faut être connecté. Ou, alors je l'ai mis en grisé parce que c'est plus vrai maintenant. Hein. Avant, si on avait besoin de sécurité au niveau des lignes, hein, donc la sécurité vraiment au niveau de la donnée, ce n'était pas possible dans Mobile Report. Mais maintenant, ce n'est plus d'actualité, on peut le faire dans les deux, donc ce n'est plus un élément de choix. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie mobile. Enfin, je vais terminer sur la partie, faire un point sur les licences Power BI. Pas toujours facile de s'y repérer, donc j'ai voulu vous faire un petit récap de tout ça. On trouve ça, c'est un schéma général des différentes fonctionnalités qu'on retrouve dans, vous voyez, les différents outils. On a le desktop en haut, le Power BI Service au milieu avec ces trois offres possibles, la version gratuite, la version Pro, la version Premium. Et en bas, le Power BI Report Server, la partie on-premise. Alors ce schéma, il n'est pas de moi, hein, on peut le retrouver dans la littérature sur Power BI. Je l'ai mis ici, je l'ai gardé dans le slide, mais ce que je voudrais vous faire ensuite, c'est pas de le détailler, c'est de faire une synthèse dans les grandes lignes, des choses importantes sur les fonctionnalités et ce qu'on retrouve notamment dans Power BI Service, ce qu'on retrouve dans les trois différentes offres, en reprenant justement chacun des outils. Donc pour faire un récapitulatif, le desktop, c'est un outil gratuit. C'est un outil gratuit qui restera gratuit. Hein, la roadmap Microsoft est claire là-dessus. C'est un outil qui est complet. Ça, c'est important aussi. C'est pas parce qu'il est gratuit qu'on pourra faire moins de choses avec. Et en termes de fonctionnalité, on aura toujours tout dedans, tous les visuels. On n'a pas de limitation sur les langages DAX, langage M. Il n'y a vraiment qu'une limitation de l'outil desktop à ce niveau-là. C'est un outil qui est fait pour un usage personnel si on n'a pas d'autres licences. C'est-à-dire que tant qu'on ne souhaite pas collaborer ou publier un rapport avec quelqu'un d'autre de l'entreprise, on peut rester avec le desktop et avec les outils gratuits qu'on en a vu aujourd'hui, et ça suffit amplement. À partir du moment où on veut échanger, il va falloir mettre la main au portefeuille. Concernant Power BI Report Server, donc oui, c'est un outil payant. Donc je vous rappelle, il y a deux façons de l'acquérir. Soit en ayant souscrit à l'offre cloud Premium, Power BI Premium, soit en ayant acquis une licence SQL Server Entreprise et un abonnement à la SA, à la Software Assurance. Donc deux moyens différents. Alors pourquoi deux moyens différents? Parce que souvent, comme c'est une version on-premise, qui s'installe localement, Microsoft n'est pas bête, hein, et ils se sont bien rendus compte que souvent, dans ces cas-là, dans notre infrastructure, on a souvent déjà un moteur SQL Server qui est installé, qui est utilisé, et qu'on pourrait du coup mutualiser avec ce report server. Donc ils imposent simplement d'avoir la version, l'édition Enterprise, et puis d'avoir souscrit à cette software assurance. Concernant la version cloud de Power BI, elle est intégrée
si vous avez une licence Office 365, si vous avez souscrit au plan 5, la solution Power BI est intégrée à l'intérieur. Vous avez déjà des abonnements pro en fait qui sont intégrés dans le plan 5. Par contre, dans les autres plans, ça n'y est pas. Donc soit ça y est en plus via des add-ins, soit alors il faut passer sur un autre mode, un autre plan. Concernant la version, les différences entre la version gratuite et la version pro de Power BI, voici un petit tableau assez récapitulatif des choses importantes et de ce qu'on peut faire ou pas avec l'une ou l'autre des offres. Donc comme je vous disais, avec la licence gratuite, tant qu'on est sur un usage personnel, ça suffit. Je peux créer mes rapports Power BI, je les publie dans le cloud, dans mon espace privé. Éventuellement, je le partage avec d'autres utilisateurs, mais qui reste privé, et ça va pas plus. Ça s'arrête là. Donc, autant dire qu'au bout d'un moment, on est quand même assez vite limité, et du coup, il faut qu'on passe à un abonnement de type pro. Par contre, j'insiste bien, on aura les mêmes fonctionnalités en termes de database. Que ce soit en free ou en pro, on aura le même panel de visuels. Ensuite, dans la licence pro, on accède à tout le reste. Donc à partir du moment où on veut collaborer, publier dans des espaces de travail, créer des espaces de travail, avoir des partages avec d'autres collaborateurs qui eux aussi doivent avoir un abonnement pro, il faut qu'on passe par ce type d'offre. Donc c'est une offre qui, en prix public, est à 10 $, donc à peu près 8-9 € par user et par mois. C'est une licence qui est individuelle, qui est nommée, donc c'est vraiment pour un utilisateur en particulier, et qui donne accès du coup à toutes les autres fonctionnalités. Elle est disponible soit ce qu'on appelle en standalone, donc en prenant vraiment un abonnement pro pour un utilisateur en particulier, ou, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez le plan E5, elle est déjà disponible de base dans ce plan-là. Enfin, la version premium de l'offre, donc c'est une offre un petit peu particulière, parce que contrairement à l'autre offre pro, c'est une offre qui est plus orientée infrastructure. Donc en fait, il faut voir l'offre Power BI Premium comme du hardware qui sera alloué spécifiquement pour l'entreprise, donc une infra cloud qui est vraiment dédiée à l'organisation, qu'on va pouvoir customiser à souhait, qui sera du coup beaucoup plus performant et qui sera lié au tenant de l'entreprise si vous avez déjà Office 365 ou sinon il faudra s'acquérir d'un tenant. Une licence pro est quand même si vous êtes en premium, une licence pro est quand même nécessaire pour les personnes qui vont créer des rapports et les publier. Donc il faut prévoir quand même 2, 3, 4 licences pro pour les user keys qui vont publier les rapports. Et si l'entreprise, par contre, a souscrit à cette offre premium, tous les autres collaborateurs qui vont collaborer, qui vont consommer des rapports, n'ont pas besoin d'avoir une licence pro pour accéder à Power BI. Enfin, pour calculer un peu le prix de cette version premium, ce n'est pas toujours évident, Microsoft fournit une petite calculette, je vous ai mis le lien en bas, qui permet suivant différents métriques, le nombre de users clés, nombre de users seulement consommateur de la donnée, va pouvoir vous donner une indication de prix pour cette offre premium. Voilà, j'ai fini pour cette présentation de Power BI sur les différents outils que l'on retrouve à l'intérieur.